Je ne le répéterai jamais assez, la connaissance et la compréhension du cours en maths, c'est la priorité absolue. Rien n'est plus agréable en mathématiques que le fait de se sentir à l'aise dans une théorie et d'être familier avec ses concepts. Il est certes plus agréable de faire des maths quand on est familier avec ses concepts, mais c'est aussi la meilleure façon de comprendre en profondeur ce qui se passe. Et ne crois pas que c'est quelque chose d'inné, bien au contraire. On va voir comment faire pour s'approprier son cours de maths avec les 6 choses à faire systématiquement pour être plus à l'aise dans un chapitre, comprendre en profondeur son contenu et donc retenir sur le long terme. C'est parti. Je commence par enfoncer une porte ouverte, mais qui va faire un bien fou à beaucoup d'entre vous. Les définitions de base, c'est la base. Tu te dois de connaître parfaitement les premières définitions d'un chapitre. Tout le reste de la théorie sera bâti sur ces définitions. Donc une connaissance fragile sur ces définitions entraînera nécessairement une connaissance bancale sur tout le reste du chapitre. Les démonstrations en classe te paraîtront inaccessibles et même les exercices de base seront laborieux. D'où l'importance d'être à jour en sciences et en maths plus particulièrement. N'hésite pas à reformuler les choses pour mieux les comprendre et mieux les retenir. Un bon matheux est avant tout un bon traducteur. J'ai vu beaucoup de très bons élèves pendant ces dernières vacances, pour ceux qui ont passé l'école avec moi, mais beaucoup ne connaissaient pas assez leur définition de base, et ça en sup comme en spé. J'ai vu des sup pour qui la définition d'injectivité et de surjectivité n'était pas bien apprise, et j'ai vu des spé qui bégayaient sur la définition d'une famille génératrice en algèbre linéaire. Donc faites très attention, la reformulation des définitions n'est pas un réflexe pour beaucoup, et ça se ressent. Il arrive que des fois, il faille apprendre par cœur une définition, mais avec des notions comme l'injectivité ou la surjectivité, rester sur la définition par cœur des phrases quantifiées, c'est pas suffisant. Il faut chercher à comprendre en profondeur tout ce que ça veut dire. Les débuts de chapitre doivent être particulièrement bien suivis et révisés. Le soir même d'un nouveau chapitre, il faut bien sûr reprendre ce que vous avez fait en classe et ton attention doit être particulièrement portée sur les premières définitions du chapitre. Les choses se complexifient très très vite en sup, surtout maintenant qu'on est rentré dans la deuxième phase de l'année, les choses se complexifient très très vite. Donc le fait de bien connaître les premières définitions te permettra de bien suivre, c'est ta priorité. Naturellement, après les premières définitions dans le cours, vont commencer à tomber les premiers théorèmes. Et je constate que certains d'entre vous n'apprennent pas leurs théorèmes comme ils le devraient. Je vais commencer par répondre à une question qui m'est souvent posée. Est-ce qu'il faut apprendre tous les théorèmes et propositions dans le cours? Et la réponse est oui, il faut tout connaître. Mais tu sais qu'il y a des théorèmes qui sont plus importants que d'autres. Et c'est cela qu'il va falloir bichonner. On va parler dans un instant de comment on fait pour apprendre, comprendre et assimiler un théorème. Mais la question qui doit te brûler les lèvres, c'est comment je sais lorsqu'un théorème est particulièrement important? En général, tes profs ne manquent pas l'occasion d'insister sur l'importance d'un théorème en classe. Donc la première des choses, c'est de bien écouter en classe. La deuxième des choses, de regarder ce qui sert concrètement dans les exercices. D'où l'importance de vraiment réussir à se dégager du temps pour s'exercer. Et troisièmement, c'est lorsque on lit le cours. Lorsqu'on lit le cours, on voit les théorèmes qui ne sont là que pour débloquer un autre théorème, donc ceux qui sont des lemmes d'autres théorèmes, ou bien ceux qui ne sont que des corollaires ou des cas particuliers d'autres théorèmes plus généraux. Pour assimiler un théorème, n'hésite pas à te le raconter, à le reformuler, même grossièrement avec tes propres mots, on s'en fout, c'est pour toi, c'est pour la compréhension. Demande-toi, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Dans quelles conditions? Pourquoi est-ce qu'on a ces conditions-là? Est-ce que la réciproque est vraie? Prenons un exemple. Je vais prendre un vieux théorème que vous connaissez tous et qui vous concerne tous, terminal, sup, comme spé, c'est le TVI. Je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler l'énoncé du TVI sous sa forme vue en terminale. Mais que permet de faire ce théorème? Il permet de justifier l'existence de solutions à une équation. Quelles sont les conditions? Quelle est l'hypothèse centrale? C'est évidemment la continuité. Ensuite, on peut se poser la question, pourquoi la continuité permet-elle de faire cela? Un simple dessin et on a l'idée intuitive. On peut se poser la question, la réciproque est-elle vraie? Non. On n'hésite pas à se prendre un contre-exemple, typiquement la partie entière suffit. Comment fonctionne la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires? Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement admis en terminale, et en sup, c'est quelque chose qui est attendu de vous, éventuellement de connaître, au moins d'avoir une idée de la démonstration. Il faut savoir que le TVI, assez classiquement, se démontre par dichotomie à travers des suites adjacentes. Tout ça, ce sont les questions de base à se poser pour s'approprier un théorème. Mais pour un théorème aussi important que le TVI, il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Il faut connaître ses autres formulations, ses corollaires, ses cas particuliers. Est-ce que tu savais, par exemple, que le TVI était absolument équivalent à sa formulation lorsque k égale 0?
Comme corollaire, on a aussi le célèbre théorème de l'abjection, qui donne l'unicité de la solution sous réserve de stricte monotonie. Aussi, il ne faudra pas hésiter à retenir des exercices d'application classiques, comme l'exercice qui consiste à montrer que toute fonction continue d'un segment dans lui-même admet nécessairement un point fixe. Il ne faut pas hésiter à retenir le théorème sous d'autres formulations. Il se trouve que le TVI peut se formuler en disant que l'image d'un intervalle par une fonction continue reste un intervalle. Et il y a une phrase que je fais mienne d'Hugo Steinhaus qui consiste à dire « Les mathématiques consistent à dire la même chose de plusieurs façons différentes ». Grâce à la formulation qu'on vient de donner du TVI, eh bien, on peut naturellement généraliser le TVI en SP, en disant que l'image d'un connexe par une fonction continue est un connexe. Lorsqu'on voit le TVI énoncé sous cette forme en SP, on peut le trouver tout à fait méconnaissable. Mais si on a l'habitude de reformuler et qu'on a fait ce travail en amont pendant toute la sup, la pilule passe beaucoup plus facilement. Ce genre de reformulation est très formateur et c'est à mon sens même un passage obligé pour s'approprier un théorème. On peut également se poser la question systématiquement pour un théorème, c'est est-il généralisable? Dans le cas du TVI, il se trouve que oui, et on peut rencontrer ce genre de choses en exercice, par exemple avec la démonstration du théorème de Darboux, qui consiste à dire que si f admet une primitive, alors f de i est un intervalle. Je suis assez curieux de savoir si c'est comme ça que tu procèdes ou pas pour apprendre les théorèmes importants de ton cours. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant qu'on a parlé précisément de comment tu peux apprendre tes théorèmes pour te les approprier, on va parler plus en détail des démonstrations. Partons sur de bonnes bases. En maths, tout est une démonstration. Un calcul est une démo, déterminer un exemple est une démo, déterminer un contre-exemple est une démo. Bref, faire des maths, c'est démontrer. Donc vouloir faire des maths sans prendre au sérieux les démonstrations du cours, c'est faire une erreur stratégique majeure. Les démos du cours sont les chemins de navigation entre les différents concepts de la théorie. On va y retrouver les raisonnements, les méthodes et les techniques propres aux concepts qui vont être introduits dans le chapitre. Tu sais à quel point le cours en maths est central. Donc ne pas suivre les démos en classe ou ne pas les reprendre chez toi, c'est faire une grosse erreur. Sans les démos, tu as juste appris une collection de définitions et de résultats. Et les maths, c'est pas de la littérature ou de la poésie, c'est raisonner, c'est faire un cheminement de pensée. Se poser la question de la démonstration d'un théorème, ça force à bien conceptualiser les différents objets, donc bien connaître ses définitions, bien avoir en vue la conclusion du théorème et évidemment le lien qu'il y a entre les hypothèses et la conclusion. C'est ça qui te donnera de l'initiative, de l'aisance et de l'intuition dans les exercices. Parce que beaucoup d'exercices ne sont que des déclinaisons de différentes démonstrations qui sont vues dans le cours. Par exemple, l'exercice qui consiste à montrer que pour tout nombre premier P, racine de P est irrationnelle, fonctionne exactement de la même manière pour montrer l'irrationalité de racine de 2. Et c'est vrai pour pas mal d'exercices plus théoriques. Il ne s'appuie que sur des démonstrations qu'il y a dans le cours. Si le contenu te plaît jusque-là, n'hésite pas à mettre un like, ça me fera plaisir. Alors si tu as du mal avec certains exercices et tu vois que tu as du mal à avoir de l'initiative, commencer à voir plus de démonstrations dans tes révisions de cours, tu verras que ça va améliorer ton initiative. Et en plus, il n'y a pas mieux pour s'entraîner à la rédaction mathématique. Alors je sais qu'en prépa, le temps manque, on n'a pas le temps de tout voir, évidemment, il va falloir faire au mieux. Je ne dis pas qu'il faut tout faire parfaitement. Si le temps te manque, ce qui est probablement ton cas, n'hésite pas à sélectionner celles qui te paraissent les plus importantes dans le cours, ou en tout cas celles qui te paraissent les plus formatrices. Concentre-toi sur celles-là et tu reprendras les autres une autre fois, pendant les vacances par exemple. Ne te contente pas de celles qui sont présentes dans ton programme de colle, parce que du coup, si tu as des colles de maths qu'une semaine sur deux, ça voudrait dire que une semaine sur deux, tu ne travailles pas tes démonstrations et ça va pas du tout. J'ai fait une vidéo complète où je te montre étape par étape comment on fait pour aborder et apprendre une démonstration. Je te suggère d'aller la voir si c'est pas le cas. Je te mets le lien quelque part sur l'écran. On passe à l'outil suivant dans le kit du survie du matheux. Pour chaque concept, il faut avoir un exemple ou un contre-exemple dans sa poche. On va commencer par le plus évident. Connaître un exemple pour chaque définition du cours, c'est la base. Tout le monde devrait être capable de donner une injection, par exemple, ou bien un endomorphisme diagonalisable si tu es en spé. Donc ça permet de tout simplement illustrer une notion pour mieux se l'approprier. On commence avec des exemples simples, et puis on monte en complexité, particulièrement avec les exercices. Peut-être que tu as déjà entendu cette maxime, les exemples ne prouvent rien, mais les contre-exemples prouvent tout.
Eh bien, c'est pas tout à fait juste de dire ça. L'intérêt de l'exemple, c'est aussi de s'assurer qu'un concept n'est pas vide. Parce que c'est la hantise du mathématicien, c'est de travailler sur l'ensemble vide. Et oui, ça peut vous arriver aussi en exercice. Donc on a ce réflexe en maths, c'est de tout de suite aller chercher des exemples. Et pour mieux me faire comprendre, je vais évidemment tout de suite donner un exemple. Je vais m'intéresser à la propriété suivante sur les polynômes à coefficients complexes. Quels sont les polynômes P à coefficients complexes, vérifiant P de R inclus dans R. N'hésite pas à faire pause pour réfléchir un peu. Pour bien comprendre cette propriété, un premier réflexe, c'est de dégager des exemples de polynômes, vérifiant que l'image de R est inclus dans R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence simple. Prenons les polynômes constants égaux à un réel, et bien ces polynômes-là sont évidemment solutions. Eh bien, on sait déjà que l'ensemble des solutions n'est pas vide. Moins simple, on peut dire que n'importe quel polynôme à coefficient réel vérifie évidemment le fait que P de R est inclus dans R. Donc je te pose la question, y a-t-il d'autres solutions à ton avis? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En fait, c'est un exercice que l'on vient de démarrer qui est un classique des oraux. Chercher des exemples, ici, ça fait partie intégrante de la solution. Et c'est donc très formateur de savoir construire et chercher des exemples. Et c'est pareil pour les contre-exemples. Les contre-exemples sont très utiles pour dessiner les frontières entre les différents concepts. Pour montrer par exemple que l'ensemble des fonctions dérivables n'est pas à confondre avec l'ensemble des fonctions de classe C1, eh bien il va falloir aller chercher un contre-exemple. Et la fonction qui à x associe x carré sinus 1 sur x, parce que x est non nul et 0 sinon, est un contre-exemple de fonction qui est dérivable, mais dont la dérivée n'est pas continue. On a donc, grâce à ce contre-exemple, réussi à conceptualiser le fait que l'ensemble des fonctions dérivables et l'espace des fonctions C1 est bien distinct. C'est le genre de choses qu'il faut collectionner en maths, ça te permettra de toujours avoir les idées claires sur les différentes notions, et c'est des contre-exemples qui servent concrètement en exercice. Ça peut être tentant de vouloir faire ce genre de confusion, et l'histoire nous a montré que même de très grands esprits y ont succombé, faute d'avoir les bons contre-exemples. Je pense notamment à Lagrange qui a influencé son époque à penser que la continuité impliquait une dérivabilité en certains points. Il a fallu attendre 1872, donc 60 ans après sa mort, pour que Weierstrass remette les choses à l'endroit avec le célèbre contre-exemple du monstre de Weierstrass. Une fonction dérivable absolument nulle part et pourtant continue partout. Comme quoi l'intuition en analyse peut être mauvaise conseillère. Ce genre de cas pathologique est un vrai bijou pour la compréhension. J'ai eu le plaisir de faire le DM sur le monstre de Weierstrass en sup, et vous aurez probablement l'occasion de le faire à un moment de votre prépa. La leçon à retenir ici, c'est de toujours se poser la question, suis-je capable de donner un exemple ou un contre-exemple? Où se situe la frontière entre tel concept et tel autre? Ce n'est que comme ça que ton cours deviendra absolument limpide. Je me suis demandé si une vidéo sur les exemples et les contre-exemples, incontournables en maths, vous intéresserait. J'attends vos retours dans les commentaires et en fonction, je ferai la vidéo ou non. Les exemples sont aussi un moyen de garder les pieds sur terre lorsque le cours devient de plus en plus abstrait et que les choses deviennent de plus en plus folles à force de monter en généralité. Je pense particulièrement à vous, les spé, qui allez voir un chapitre particulièrement sur les EVN quand vous allez rentrer dans la topo, où moi je trouve que c'est un chapitre merveilleux parce que voilà, on fait rencontrer l'algèbre linéaire et l'analyse, mais il peut y avoir des choses assez déroutantes comme les boules carrées, et là vraiment les exemples deviennent un outil véritablement de survie. Dans ces cas-là, utiliser des exemples pour ne pas avoir le tournis de l'abstraction, c'est vraiment une question de survie. Donc c'est très vite fait de perdre le fil, que ce soit en classe ou à la maison, et où on ne sait plus vraiment de quoi tout ça parle. Donc vraiment, utiliser des exemples systématiquement, même simples, c'est un réflexe qui est très sain pour pouvoir garder le fil. Et une autre façon de faire, c'est de systématiquement faire des analogies entre les différentes notions et les différents chapitres. Tu as dû remarquer qu'en maths, on se répétait beaucoup. On se répète quand on fait des généralisations, on se répète quand on fait des cas particuliers, on se répète par exemple en arithmétique dans Z, puis dans les polynômes, puis dans Z sur NZ pour les MP et les MPI. On se répète quand on fait les séries puis les intégrales. Donc vraiment, il y a énormément de répétitions. Il y a des chapitres où les théorèmes sont les mêmes et les démonstrations sont quasi identiques. Donc, faire des analogies, ça va te permettre de faire l'économie d'apprendre plusieurs fois la même chose. Parce qu'en maths, être fainéant est une vertu. En plus de ça, ça aide à prendre du recul sur tes connaissances, à construire une vue d'ensemble et à appréhender les généralisations de manière beaucoup plus naturelle. Vraiment, je ne vois que des avantages aux analogies en maths.
Et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ceux qui ont pensé le programme au lycée ont réécrit le chapitre sur les complexes de cette manière. Avant, c'était un chapitre qui était introduit de manière assez naturelle à partir des vecteurs et des points, donc géométriquement. Maintenant, les choses sont introduites de manière purement abstraite à travers le prisme du calcul. Donc les élèves voient les nombres complexes simplement comme un outil de calcul et de résolution d'équations, et ils n'en voient pas l'intérêt et le sens est assez limité. Donc lorsque les choses étaient introduites géométriquement, les élèves pouvaient s'appuyer sur leurs connaissances en géométrie analytique pour voir très naturellement comment on ajoutait des nombres complexes, comment on multipliait par un réel, la notion de module, d'argument, euh, la forme algébrique, la forme trigo, etc. Enfin bref, tout ce qu'il y avait à savoir sur les complexes, on pouvait s'appuyer sur la géométrie analytique. Maintenant, ce n'est plus possible parce que les choses ont été complètement dépouillées de leur aspect géométrique. Donc quand on a enlevé l'interprétation géométrique, on a privé les élèves de pouvoir se repérer à l'aide de connaissances qu'ils avaient déjà. Et c'est pour ça que je suis prof particulier et pas prof à l'éducation nationale, parce que c'est ce genre de bêtises qui me désole. Quand je reprends ce chapitre avec un élève, ce qu'on me demande systématiquement, c'est pourquoi est-ce qu'il ne nous le présente pas comme ça? Et je n'ai rien d'autre à répondre à part j'en sais rien. Bon, j'ai poussé mon coup de gueule, je peux me calmer, retour à la vidéo. Donc vous l'avez compris, les différentes analogies qu'on peut faire en maths sont absolument salvatrices. On peut s'appuyer sur une notion qu'on connaît déjà, faire l'analogie avec une nouvelle pour avancer sur la compréhension de la nouvelle notion. Par exemple, lorsque vous allez faire de l'arithmétique dans les polynômes, il y a une notion qui consiste à introduire les polynômes irréductibles. Les polynômes sont introduits de manière assez abstraite, comme un objet purement algébrique, et donc, quand on va vous introduire la notion de polynôme irréductible, on peut très bien se dire que l'équivalent d'un polynôme irréductible, c'est un nombre premier. Et un nombre premier, on sait très très bien ce que c'est, donc faire cette analogie, ça va rendre les choses beaucoup plus concrètes et faciles à aborder. Et certaines analogies révèlent des subtilités absolument indispensables à la compréhension profonde. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des analogies à faire entre les séries et les intégrales. Quand une série converge, le théorème numéro 1 qu'il y a dans le cours, c'est d'en déduire que le terme général tend vers 0. En intégration, quand une fonction est intégrable au voisinage de plus l'infini, on n'a pas nécessairement le fait que la fonction converge vers 0 en plus l'infini. Donc l'analogie a ses limites ici et ça force à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce résultat-là. Je suis curieux de connaître les spé parmi vous qui ont déjà remarqué ça. Si quelqu'un peut me donner une condition suffisante pour avoir le fait que f tend vers 0 en plus l'infini lorsque son intégrale converge, je vous attends dans les commentaires. Physique aussi, les analogies sont pléthores, et en général, le prof ne manque pas l'occasion de faire remarquer les analogies qu'il y a entre différentes notions, particulièrement en méca et en élec. Par exemple, à l'aide d'une analogie à faire entre oscillateur mécanique et oscillateur mécanique, on peut comprendre le rôle concret d'un condensateur dans un circuit. Les analogies les plus intéressantes sont celles qui viennent enrichir une notion à partir d'une autre. Je m'explique. Il y a une grosse analogie à faire entre les matrices et les applications linéaires. Vraiment, tout se met bien dans l'algèbre linéaire entre les matrices et les applications linéaires. On voit que le produit de matrice correspond à la composition entre applications linéaires, le déterminant, le rang, tout correspond très très bien, sauf un truc, la transposition de matrice, on ne voit pas son équivalent tout de suite dans les applications linéaires. Il va falloir attendre le chapitre sur les espaces euclidiens qu'on verra en spé pour avoir cet équivalent des transpositions dans les applications linéaires. Et ça va s'appeler les endomorphismes symétriques ou les endomorphismes adjoints. Et clairement, la chose est moins évidente et moins facile à aborder que la simple transposition de matrice. Donc, gardez en tête le fait que les endomorphismes adjoints correspondent à la transposée de matrice, et là encore, une analogie salvatrice pour pouvoir avancer sereinement dans le cours. Tu l'as compris, je t'encourage fortement à être très attentif aux analogies que tu peux faire entre les différents concepts en maths. C'est très bénéfique pour la compréhension et l'appropriation des concepts. Si tu ne veux pas louper les vidéos comme celle-ci à l'avenir, je te suggère de t'abonner et de sonner la cloche. Et le dernier point que je me dois d'aborder dans cette vidéo, qui est le plus important à mon sens, c'est évidemment ta façon d'apprendre le cours. Ce qui est déterminant en mathématiques, c'est ta connaissance du cours. Et ta méthode d'apprentissage doit viser une appropriation maximale du cours.
J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas trop développer ici. Je vais me contenter de relister ce que tu peux faire pour bien comprendre et apprendre ton cours. Si tu constates que tu as tendance à trop oublier ce que tu as fait au cours précédent, ou si tu vois que tu as trop à reprendre dans ton cours à l'approche d'une colle ou d'un DS, voici ce que tu peux faire. Numéro 1, suivre à fond en classe, ça doit être ta priorité absolue, quitte à ne pas tout noter. Numéro 2, revoir le cours le soir même est fondamental. Le truc, c'est de toujours être actif dans tes révisions. Numéro 3, le test de la feuille blanche, c'est un cheat code pour apprendre sur le long terme et gagner du temps dans tes révisions. Numéro 4, la feuille qui découle du test de la feuille blanche peut être recyclée en fiche de révision pour les prochaines fois où tu vas avoir à reprendre ton cours. Ça permettra de cibler ce qui est encore fragile et de se concentrer principalement dessus. Numéro 5, travailler le cours n'est pas à opposer au fait de faire des exercices. Il faut refaire les exos de cours. Je te mets un lien dans la description pour avoir une banque d'exos de cours sur toutes les notions ou presque. Numéro 6, en fin de chapitre, tu peux marquer le coup en faisant une révision globale qui récapitule tout. C'est ce qui constituera principalement tes révisions de colle et de DS. Tu essaieras de prendre de la hauteur sur tout le chapitre et ceux avec lesquels il est connecté. Par exemple, en faisant une fiche qui résume la structure du chapitre et qui fait apparaître tous les points clés. J'espère t'avoir aidé sur ce que tu pouvais faire pour être plus à l'aise et t'approprier ton cours de maths. S'il y a des choses que tu souhaites ajouter, si tu as des questions ou si tu souhaites partager certaines choses, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Abonne-toi et mets un like si cette vidéo t'a plu. Et moi je te dis à la prochaine.